Je vous propose un voyage. Un voyage à la rencontre des lieux qui nous rassemblent et de tous ceux qui les conçoivent. Explorons ensemble les bouleversements qui nous invitent à réimaginer le rôle, l'exploitation et l'organisation de l'immobilier tertiaire et au-delà. Pour cela, nous allons partir à la rencontre de tous ceux qui les font, sans exception. De la conception à l'exploitation, de l'architecte au directeur immobilier, du property manager au FME, des utilisateurs aux startups PropTech, pour imaginer à quoi ressembleront les espaces de demain. Des espaces qui ont du sens, économiquement, opérationnellement, humainement. Comprendre ensemble toutes les nouvelles dimensions d'espace qui, enfin, nous ressemblent. Bienvenue dans The Spacecraft, à la découverte des espaces de demain avec tous ceux qui les conçoivent. 3, 2, 1, décollage. Rendre ces espaces plus flexibles et agiles ne fait plus débat. Mais comment adapter la gestion de leurs accès pour accompagner cette nouvelle complexité ? Comment fluidifier des flux humains d'utilisateurs au profil variable tout en améliorant la sécurité et en amenant une expérience utilisateur 5 étoiles ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Alexis Golin, le fondateur et CEO de Welcomer, une start-up française qui mise sur la digitalisation des accès pour révolutionner la façon dont on circule dans les bâtiments. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Spacecraft, saison 1, épisode 10. C'est parti. Bonjour Alexis. Salut Julien. Écoute, je suis très heureux de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler gestion des accès avec l'activité de ta société qui s'appelle Welcomer. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. On a pas mal parlé d'espaces flexibles, d'espaces plus dynamiques, d'espaces aussi plus ouverts. Et forcément, quand on parle de ça, alors on a un peu l'idée de la sécurité qui vient en tête, mais on a aussi l'idée de cette ouverture et de la gestion des flux humains. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Mais ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter et présenter l'activité de Welcomer. Ouais, moi je m'appelle Alexis, donc j'ai fondé Welcomer maintenant il y a quelques années, officiellement en 2013, mais en réalité en 2016 on a commencé le projet réellement Welcomer. Et puis on a commencé à travailler à l'époque sur essayer de solutionner le parcours utilisateur pour l'hôtellerie. C'était notre premier sujet quand j'ai créé la société, c'est parce que déjà à l'époque on réservait son hôtel depuis son application mobile. Et on avait un parcours qui était interrompu quand on arrivait à l'accueil de l'hôtel où il fallait faire la queue. Et un jour, j'ai fait la queue comme ça pendant presque une heure pendant un salon et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, il manque la dernière étape. Finalement, l'expérience utilisateur est vraiment interrompue. Et elle a interrompu au mauvais moment parce que c'est vraiment le moment où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, on s'était lancé sur ce sujet-là et puis on s'est rendu compte assez rapidement que l'hôtellerie, ce n'était pas du tout un marché mature sur ces sujets finalement de dématérialisation. Ils sont encore beaucoup portés sur l'humain. Et à l'inverse, on était à l'époque beaucoup dans des espaces de coworking, des pépinières d'entreprise, et on s'est rendu compte qu'ils avaient exactement le même métier, mais pour la journée, que finalement ils se définissaient assez facilement comme des hôtels de jour pour les entreprises. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à réfléchir notre produit et le reconcevoir plutôt à destination des bureaux, des entreprises. Et pour l'anecdote, c'est de là que vient le nom Welcomer, parce que Welcomer, c'est la personne à l'accueil d'un hôtel qui vous accueille et qui vous donne votre clé de chambre. D'accord. Oui, mais je me souviens que quand on s'était rencontrés, tu m'avais parlé de la philosophie derrière ce nom aussi, puisque quand on parle d'accès, on a parfois, on pense surtout à fermer les portes, mais quand j'entends welcomer, je pense surtout au fait de les ouvrir. Est-ce que tu peux peut-être m'en dire un peu plus sur cette philosophie? Ouais, bien sûr. Effectivement, en fait, le contrôle de l'accès physique, je dirais, il y a un héritage qui est plus du vigile, c'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre devant la porte, qui va empêcher par défaut de rentrer et qui va vérifier si on a bien les autorisations pour pouvoir franchir la porte. Et nous, on trouve que c'est un petit peu une vision ancienne. Mm. Et on préfère la vision justement de l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est plutôt de mettre en place un groom
Et donc quelqu'un qui va pas vérifier si on a le droit de venir, par défaut, mais qui en tout cas dans la démarche, dans la posture, va être beaucoup plus accueillant, va venir ouvrir la porte, va venir avec un sourire, vous expliquer comment ça se passe, où est-ce qu'on va voir vous porter vos valises. Et on trouve que c'est évidemment une démarche beaucoup plus accueillante, et on se dit, bah, on peut concilier les deux, c'est-à-dire se dire, on va s'assurer que les gens aient le droit d'entrer, mais on va les accueillir et on va les accompagner plutôt que simplement maintenir la porte fermée s'ils n'ont pas le droit de passer. Et donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ce nom Welcomer et qu'on essaye d'avoir une démarche de contrôle d'accès qui, évidemment, euh, est en charge d'assurer la sécurité et va faire en sorte que seuls les gens autorisés puissent entrer, mais qui va aussi partir du principe que de toute façon, si vous n'avez pas les droits, vous ne pourrez pas rentrer dans un bâtiment. Et que donc, nous, notre métier, c'est plutôt d'aller chercher les gens qui ont le droit d'entrer, plutôt que d'interdire aux gens qui n'ont pas les droits de rentrer. D'accord. Tout en le faisant, puisque j'imagine que voilà. Et il y a quelque. Oui, mais Ouais, par les intrusions, finalement, les gens qui n'ont pas le droit n'essayent pas de rentrer dans les bâtiments. ouais, c'est vrai. Après, on considère que ce sont des intrusions, Mm, c'est-à-dire c'est des gens qui sont mal intentionnés, mm. qui ont quelque chose derrière la tête, et là, évidemment, on les empêche, mais il y a rien de négatif, finalement, c'est pas une expérience utilisateur négative. Alors, c'est intéressant que tu me parles du mot expérience utilisateur, parce que déjà, voilà, l'utilisateur, c'est ce qu'on aurait appelé un collaborateur avant, mais on se rend compte qu'il y a des nouvelles dimensions au fait de collaborer dans une société, d'être dans un endroit, d'être avec d'autres personnes pour travailler. Et tu me parles aussi de cette inspiration qui vient de l'hôtellerie et qui, dans le monde de l'environnement de travail, bah, résonne énormément en ce moment. On parle d'hospitality management, mais en français, on commence à parler d'hôtelification, même des lieux. Euh, et c'est intéressant de voir que votre inspiration vient de là. Est-ce que justement vous avez des lieux qui, comme ça, ou des espaces de travail qui, un peu en transition, sont en train de revoir un petit peu leur philosophie d'accueil, d'accès, euh, et s'inspirent un peu peut-être des cowork dont tu parlais, pour justement changer cette expérience utilisateur d'accès. Bah, nous, c'est notre origine. Notre origine, quand on a démarré, donc c'était dans le Mm. coworking. Pourquoi on a démarré dans le coworking avec pas mal de facilité par rapport à d'autres bureaux? Tout simplement parce qu'ils ont, dans le coworking, finalement, ce ne sont pas des collaborateurs, ce ne sont pas des Mhm. salariés, ce sont des gens extérieurs. Ils n'ont que des externes à gérer et avec plusieurs typologies d'usage, parce qu'il peut y avoir des utilisateurs qui sont là permanents, comme dans des bureaux classiques, mais il peut aussi y avoir des événements. On va se retrouver avec beaucoup de gens qui viennent le temps de quelques heures. On peut avoir de la location de salle de réunion. On peut avoir des visiteurs. Les permanents peuvent recevoir des extérieurs parce qu'ils font des rendez-vous. On va avoir comme ça en fait différentes typologies d'utilisateurs qui ont chacun des temporalités et des besoins qui sont différents. Et surtout, aucun ne fait partie de l'organisation. Donc on doit être très agile dans la manière de gérer les droits et avec des besoins qui sont très différents. Et donc nous, on s'est spécialisé là-dedans et on a acquis une certaine expérience et on fait les choses de manière un peu différente d'ailleurs sur la manière d'accéder au lieu grâce à cette expérience. Et puis après, les choses se sont démocratisées un peu plus. Historiquement, le coworking, c'était beaucoup de freelance, c'était beaucoup voilà, d'indépendants ou de personnes isolées. Et ça a évolué très très vite ces dernières années pour devenir aujourd'hui vraiment un modèle de bureau à part entière et qui concerne aussi bien toujours des indépendants, bien sûr, mais aussi beaucoup des grandes Mm. entreprises. C'est-à-dire qu'il y a énormément de grandes entreprises qui vont permettre soit à leurs salariés d'être en mobilité et de passer d'un bureau à l'autre, soit parfois de prendre des plateaux complets pour avoir plutôt la partie bureau opéré, c'est-à-dire en gros du bureau as a service, sans se soucier des engagements, des baux, sans Mm. se soucier de l'entretien et de tout ce qui va autour. Et ça contamine, entre guillemets, un petit peu l'entreprise qui maintenant, puisque les gens sont en télétravail ou sont en mobilité ou dans des espaces de coworking, bah, finalement, on se retrouve avec beaucoup d'espaces libres. Donc, qui cherchent, d'une part, bah, si possible, je dirais, à diminuer la quantité de bureaux qu'ils louent ou qu'ils possèdent pour essayer d'avoir une meilleure rentabilité. Et puis parfois aussi d'optimiser les surfaces qu'ils ont à leur disposition pour répondre à de nouveaux besoins. Donc là, on avait des modes, dans les années 80, on était sur du bureau individuel, on est passé vers de l'open space,
vers même du flex, où on n'avait même plus de place attribuée ni rien, mais avec des plateaux de bureaux où on se mettait où on pouvait. Et puis là, on revient davantage à plutôt des salles de réunion, des petits bureaux et des espaces beaucoup plus fermés qu'auparavant, parce que bah, on n'a plus de bureau à Mhm. demeure, on vient de manière ponctuelle, mais quand on vient, Mhm. on y vient surtout pour collaborer, donc parce qu'on souhaite être à plusieurs dans le même bureau, Mhm. et on a des besoins nouveaux qui sont de pouvoir sécuriser ses affaires, de pouvoir laisser quand on vient sur une journée, vu que c'est plus son bureau, qu'on est au contact de plein de services différents, enfin qu'on est beaucoup plus mélangé, on a un besoin de sécurité qui s'est aussi accru, où on doit pouvoir avoir un bureau fermé ou une salle de réunion dans lequel on va laisser ses affaires verrouillées, ou bien éventuellement avoir des casiers connectés à côté pour pouvoir bah, laisser des choses entre deux passages, des choses comme ça. Voilà. Donc des nouveaux usages, des nouveaux besoins qui sont nés de ce Ouais, ça, besoin-là. c'est très intéressant parce que j'ai pu parler Flex Office avec plusieurs personnes dont c'était vraiment le métier. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé des accès. On se dit, c'est assez naturel, on se dit, je peux accéder n'importe quand, n'importe quel lieu, mais finalement, ça pose ces nouvelles questions dont tu parlais, de sécurisation et de ses affaires, mais aussi des espaces, parce que peut-être qu'un jour je travaille au quatrième, peut-être un jour au deuxième, peut-être qu'un jour au premier, Hum. et peut-être qu'il n'y a pas les mêmes espaces, enfin, question de sécurisation, peut-être qu'il y en a un où il y a les serveurs, voilà, qu'il faut plus sécuriser. Hein. Euh, Tu parlais d'espaces un petit peu, des entreprises qui voulaient un petit peu optimiser leurs espaces aussi. Tu as déjà eu le cas d'entreprises qui voulaient sous-louer et qui du coup avaient besoin de gérer des accès pour sous-louer des lieux qui libéraient. Oui, c'était beaucoup. En fait, on a rencontré ça, nous, sur deux typologies. Beaucoup, les premiers espaces de coworking qui sont créés. On a eu beaucoup de clients il y a quelques années qui étaient des agences de com, par Mhm. exemple, qui avaient beaucoup d'espace et qui ont besoin de travailler avec plein d'externes, qui bossent en permanence avec des freelances à droite à gauche et qui ont été les premiers, un peu pionniers, à se dire bah, je vais ouvrir mon agence et je vais finalement sous-louer des postes parce que bah, c'est des gens avec qui je travaille déjà. Et donc, j'aime mieux les avoir. Enfin, c'est pas j'aime mieux, c'est plus pratique pour nous de travailler ensemble dans le même Mhm. bureau. Et puis après, on a vu ça aussi chez des grands comptes. Nous, on avait comme client Engie. Engie qui, il y a quelques années, a fait une réorganisation de sa manière de travailler et s'est trouvé avec des bureaux pour lesquels ils avaient pris des baux 12 ans ferme et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va en faire? Il reste 9 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on parle on parle d'immeubles entiers, on parle en millions d'euros de Mhm. loyer. Bon, il faut en faire quelque chose. Et donc, on avait travaillé avec eux dans le cadre d'un programme interne, une spin-off qu'ils avaient créé pour gérer justement la location de ces espaces inutilisés et les ouvrir à la fois en interne pour le personnel en mobilité, mais aussi et surtout en externe. Ils avaient même poussé le concept assez loin parce qu'ils partaient du principe que ils avaient énormément de salles de réunion. Ils avaient même été jusqu'à à réfléchir à un concept où deux tours côte à côte avaient plein d'espaces Mhm. vides en permanence. Ils avaient plein de salles de réunion, mais qu'il en manquait toujours, mais qu'à certains moments, la tour était vide. Et donc, ils avaient mené une réflexion où ils travaillaient carrément avec leurs voisins, qui n'étaient pas concurrents, mais qui étaient une autre société qui n'avait rien à voir avec eux, en se disant, bah, et si finalement on faisait du partage de ressources? En se disant, bah, il y a des lieux type salle de réunion et autres qu'on peut aller sous-louer chez vous parce que vous en avez trop, et inversement, vous pouvez venir prendre des bureaux chez nous parce qu'on en a trop. Et donc, ils avaient poussé la réflexion à l'époque assez loin, je trouve. En fait, le point commun dans tout ça, c'est que c'est des entreprises qui sont évidemment fortement portées sur la sécurité, enfin, qui ont Oui, des assets qui j'imagine. sont voilà, hyper stratégiques à protéger. Et donc, en fait, systématiquement, le point de friction, c'est-à-dire on peut imaginer tous les scénarios, on peut avoir tous les logiciels du monde, à un moment donné, il faut quand même être capable de savoir qui vient, pourquoi il est Mhm. là, qui est responsable s'il y a eu un problème, et ainsi de suite. Donc, on a besoin de cette traçabilité et de cette sécurité, c'est-à-dire bah, malgré tout pouvoir vraiment finement savoir qui a le droit Mhm. d'accéder pour pouvoir envisager ces scénarios de flexibilité sereinement. Oui, et c'est vraiment super intéressant parce que
C'est vrai qu'on entend beaucoup de scénarios pour pouvoir s'adapter. Je crois que le mot flexibilité, on peut parler d'agilité, en fait, de capacité à moduler ces espaces aussi. Mais en fait, finalement, ça sert à rien si on n'est pas capable de moduler l'accès à ces espaces avec plusieurs typologies d'accès, de droits. Enfin, moi, je pense forcément, tu vois, à Google Drive ou des choses comme ça, où tu vas gérer relativement finement tes drives, tes accès avec différents types de droits. Sans Mm. solution, enfin, pour pouvoir s'adapter, on ne peut pas moduler ces espaces, en fait. On ne peut pas avoir ce genre de réflexion. Ouais, Mm. exactement. Et il y a plusieurs enjeux. Donc le premier enjeu, comme tu le dis, c'est bah, bien sûr, on doit pouvoir gérer finement qui a accès à quoi. On doit avoir un système qui est hyper modulaire. Mais en fait, les enjeux sont nombreux. Il y a premièrement la notion de gestion. Mhm. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui soit à demeure derrière un logiciel en train de faire un peu la police et de définir qui peut accéder à quoi. Donc ça, historiquement, c'était moins grave parce que quand on parlait d'open space ou de flexibilité à l'intérieur d'une tour, euh, quelque part, au pire, on était un peu laxiste sur les droits, les gens pouvaient passer d'un étage à Mhm. l'autre et c'était réglé. Mais là, on parle de gens qui sont potentiellement à l'extérieur, soit parce que ce sont des salariés d'une autre filiale ou qui sont rattachés à un autre site et compagnie. Quand ils sont rattachés à un autre site, on va se dire, bah, c'est pareil, c'est le même groupe, on pourrait leur donner les droits. D'une part, c'est pas si simple en termes de sécurité, parce que bah, des fois, ils ont rien enfin, il n'y a rien à voir Ouais. et c'est pas logique qu'ils aient des droits permanents. S'ils perdaient leur badge et qu'on pouvait rentrer dans tous les locaux d'Engie dans le monde, ce serait quand même un Mhm. problème. Et la deuxième chose, c'est que les moyens d'accès, en l'occurrence, si on reste sur le badge, bah, ne sont pas compatibles la plupart du temps entre plusieurs Mhm. sites. Ils vont l'être avec certains sites, mais pas avec 100%. Il n'y a Mhm. quasiment aucun cas où on pourrait rentrer dans 100% des cas avec le même badge. Donc, soit on part dans des process assez onéreux Mhm. où on va vouloir uniformiser tous les systèmes et compagnie, et ça, il y a des boîtes qui le font depuis toujours. Mais dans tous les cas, ça va pas marcher pour les extérieurs. Ça va pas marcher pour l'ouverture à des boîtes avec qui on fait de la coopération. Ça va pas fonctionner dans tout un tas de cas un peu limites, quoi. Ouais. Donc, Et puis même, ça, même dans une entreprise, enfin, je veux dire, moi, j'ai pu travailler pour une entreprise justement qui avait, enfin, qui développait plusieurs projets et il y avait des cloisonnements assez forts entre chaque projet parce qu'il y avait des NDA, enfin voilà, il fallait garder la confidentialité sur le développement de ces projets-là. Et donc c'était à la fois une entreprise qui était très ouverte et transparente et où on pouvait naviguer, mais il y avait des zones où on pouvait clairement pas accéder. Euh, et c'est important d'avoir cette finesse-là, même qu'on arrive, qu'on est au sein d'une même entreprise. Euh, bien sûr. Donc, mm, plusieurs enjeux pour gérer ça. C'est que plus on veut avoir de la finesse, plus c'est mhm, fastidieux. Plus il y a de mouvements, donc de gens différents qui ont des besoins différents, plus c'est fastidieux. Et plus c'est fastidieux, et moins on y voit clair, c'est-à-dire moins il y a de sécurité parce que forcément on va se tromper à un moment donné. Forcément, on va pas être capable d'expliquer pourquoi cette personne avait les droits à un moment. Je veux dire, on rentre dans quelque chose qui devient ce qu'on appelle communément une usine à gaz. C'est-à-dire qu'en fait, ça mm. marche, mais c'est tellement compliqué qu'on a perdu complètement la gestion, on a perdu complètement la visibilité de ce qui se passe. Et donc, il y a plusieurs enjeux, selon moi, là-dessus. Il y a l'automatisation. Mhm. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser des logiciels spécialisés qui vont apporter le contexte et qui vont donner des droits de manière automatique pour que ce soit rigoureux, Mhm. que ce soit automatique, que ce soit pas fastidieux et que ce soit, enfin Ouais, que voilà, tu ne que ce soit retombes pas dans ce que transparent. vous avez voulu éviter au départ avec. Voilà. Et puis il y a la manière d'accéder. Mm. Je le disais tout à l'heure, souvent le badge tout seul, bah, ça suffit pas parce qu'en fait, il va pas marcher sur différents sites, il va pas marcher dans différents locaux. Donc il y a aussi le comment est-ce qu'on donne le droit Alors d'accès. j'avais justement une question là-dessus parce que parfois un facteur limitant, là, enfin, moi je vois la digitalisation, tu parles d'automatisation, donc on est dans ce processus intelligent, j'ai envie de dire. Euh, mais un facteur limitant, c'est parfois le hardware. J'ai pu le voir, bah, voilà, par exemple avec tous ceux qui développent des capteurs pour pouvoir mesurer tout un tas de choses, que ce soit la présence, que ce soit l'énergie, etc. C'est bien, mais en termes, c'est du temps déjà pour déployer,
du temps aussi pour analyser, du temps pour maintenir et des coûts, bien entendu. Euh, Comment justement on gère ces accès avec des hardware qui soient pas trop contraignants d'un point de vue purement, je veux dire, technique, tu vois, en termes d'installation de gestion. Ouais, bah, nous, typiquement, on est né avec ce besoin digital. Mhm. Et donc, depuis le premier jour, on a pensé à un système en cloud. C'est marrant parce que, tu vois, ça fait quand même quelques années maintenant, hein, depuis 2016, qu'on est sur le marché. On est toujours aujourd'hui le seul acteur en France en SaaS à proposer du contrôle d'accès Ouais. complètement hébergé et as a service, quoi. Et nous, tout notre hardware a été conçu réellement pour répondre à cette problématique. Donc, je vais pas te faire l'inventaire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais toute la conception du matériel, mais aussi des process, c'est-à-dire la manière de mettre en œuvre, a été pensée pour l'agilité. Donc, ça a été pensé pour être super facile à déployer, super facile à maintenir, supervisé à distance, accessible avec une Mhm. API et intégré dans des logiciels. Donc, on est intégré nativement dans plein de logiciels déjà aujourd'hui et on tend à s'intégrer toujours plus pour faire en sorte que justement ce soit simple et transparent. Et au niveau du hardware, notre hardware a été conçu exprès pour ça et il rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus agiles. C'est-à-dire qu'on peut aussi redécouper des bâtiments, on peut aussi déplacer le matériel. Enfin, on peut faire beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles avant parce que ça a été pensé avec ce besoin d'agilité. C'est intéressant de voir, parce que c'est toute la réflexion, j'entends aussi sur les bâtiments qui sont en train d'acquérir des nouvelles dimensions, et notamment une dimension digitale qui sort des trois dimensions physiques des bâtiments. Là, en pensant du hardware plus agile, déplaçable, où il ne faut pas forcément défoncer tous les murs pour sortir les câbles et puis aller replanter à un autre endroit. Enfin, j'imagine que quand tu parles d'Engie, par exemple, tu vas parler de quand même quelques centaines de portes ou quelques centaines d'espaces à sécuriser, si ce n'est beaucoup plus. Voilà, l'agilité du hardware, c'est un facteur très important, j'ai l'impression. Parce qu'on sort du badge. Qu'est-ce que vous avez comme solution, on va dire, d'accès? Alors, le badge, c'est la solution un peu Mm, traditionnelle en contrôle d'accès que tout le monde connaît. Mais l'inconvénient majeur, c'est que c'est mm, physique. Et quand on a une solution physique, bah, ça veut dire que ça posera pas de problème pour quelqu'un qui est là tous les jours. Donc, historiquement, c'était un salarié. Aujourd'hui, si on parle d'accès flex, ça peut toujours être un salarié, mais ça peut aussi être un sous-locataire, ça peut être enfin, plein de choses, ou un client d'un espace de coworking. Celui qui est là tous les jours avec son badge, il est content, il n'y a pas de problème. Et c'est pas difficile le jour où il souscrit son contrat ou autre de lui mm. remettre un badge. Par contre, comment est-ce qu'on gère le visiteur en entreprise? Celui qui vient juste pour une heure, pour un rendez-vous. Comment est-ce qu'on gère celui qui a loué une salle de réunion et qui vient passer une demi-journée ou une journée? Comment est-ce qu'on gère le personnel de Mm. ménage? Comment est-ce qu'on gère en fait tout ce qui vient se greffer autour? Les livraisons et compagnie. Et donc pour ça, nous, on a réfléchi et enfin, à cette problématique Mhm. spécifiquement et à tous les moyens qu'on pouvait déployer qui soient dématérialisés. Et on en est arrivé aujourd'hui à proposer une offre où en gros, on a essayé de segmenter en se disant bah, quels sont les usages, quels sont les besoins par persona. Et donc nous, aujourd'hui, par exemple, typiquement, on a identifié que ben, un utilisateur permanent, on allait lui donner systématiquement un accès par badge parce que c'est le standard et que ça permet à des gens, des entreprises qui n'ont pas de téléphone de fonction et autres, d'avoir un moyen d'accès standard qui est fourni par l'entreprise. Mais en général, on va aussi leur donner un accès smartphone en secours. Donc quand ils ont oublié leur badge ou qu'ils sont partis pour prendre un coup de téléphone un peu précipitamment, ils ont claqué la porte, ils vont pouvoir rentrer avec leur téléphone. Pour des utilisateurs, je dirais, visiteurs, enfin temporaires, là, on va plutôt fonctionner en envoyant un QR code ou un code à 6 chiffres, sachant que dans tous les cas, il sera unique, limité dans le temps, voire même à usage unique, mais il va permettre d'accéder sur le parcours. Donc là, on va avoir des parcours vraiment bah, visiteurs, éphémères, mais aucun moyen nécessaire. À partir du moment où on a reçu une confirmation, voire même le code par SMS, on va pouvoir accéder. Ce sera tracé avec l'identité de la personne.
Et potentiellement, voilà, le code s'arrête de fonctionner instantanément au moment où ils sont rentrés. Et puis après, on va avoir un troisième mode d'accès qui est la gestion à Mhm. distance. Donc là, plutôt pour des gestionnaires. Donc ça va être pour des administrateurs dans un espace de coworking, pour des services généraux, enfin voilà, des property managers ou autres. Ils vont vouloir voir ce qui se passe et pouvoir ouvrir la porte sans même se déplacer en multisite. Donc depuis n'importe où, déclencher une ouverture parce qu'il y a une intervention de maintenance qui est prévue et que le gars est devant la porte. Plutôt que de rentrer dans un process un peu lourd où on va lui définir un droit d'accès et compagnie, lui Mhm. envoyer et lui va pouvoir l'utiliser, on va simplement lui ouvrir la porte quand il téléphone, quoi. Et alors, ça me rend curieux, cette gestion justement des ouvertures à distance, parce que j'ai tout un imaginaire comme ça où on voit des plans, où on peut ouvrir des plans, des portes à distance. Comment ça se passe en fait pour que ça soit simple pour identifier, j'imagine, un bâtiment où il y a 1000 portes, je sais pas, hein. Comment simplement tu vas pouvoir dire, tiens, bah, je t'ouvre la porte du rez-de-chaussée 2 ou la porte de la salle réunion X. Alors nous, la manière dont on fonctionne, l'utilisation à distance, nous, elle est faite à 99% depuis le mobile. D'accord. Donc dans le mobile, on ne peut pas afficher des plans en Hmm. 3D, rentrer dans un process où il faut explorer le bâtiment, Ouais, même si c'est magnifique, hein, comme dans les films. Explorer le bâtiment et se promener dans les couloirs virtuels pour trouver la bonne ouais. porte. Donc nous, on a plutôt travaillé sur une nomenclature efficace, c'est-à-dire qu'on va donner un nom à chaque porte. Hmm. On va pouvoir les grouper dans des zones, on va pouvoir faire des choses comme ça. Et l'idée étant qu'on puisse filtrer rapidement. Donc si c'est réellement un bâtiment de 1000 portes où il y a 16 étages et que c'est la porte au fond du couloir, bah, on va mettre en place une nomenclature avec le client qui va dire que c'est, j'en sais rien, je dis un truc complètement au hasard, mais qui va être R+16, tu vois, Ouais, je comprends. voilà, Tu et ça segmentes, va tac, finir tac, sur le nom tac, de la ouais. porte. Ok. Voilà. J'ai une question parce que c'est vrai qu'on parle d'ouverture, on parle de bâtiments, j'ai envie d'appeler un peu débunkerisés. C'est-à-dire que euh, des contrôles d'accès, comme tu disais au tout début, avec des vigiles comme ça, où on imagine plusieurs étapes. Voilà. On passe à des bâtiments plus ouverts, avec beaucoup plus de typologie de personnes, des personnes qui peuvent venir de façon éphémère, qui peuvent venir de façon pérenne, qui peuvent venir à des heures où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Euh, Ça m'amène quand même la notion de sécurité. C'est arrivé assez souvent dans la discussion avec des directeurs de l'environnement de travail qui soient également en charge de la sécurité du bâtiment. Comment on s'assure justement d'être sécurisé quand on digitalise ce processus-là, sachant que bah, dans l'imaginaire, ça peut quand même constituer une faille exploitable, que ce soit bah, par les différentes méthodes dont tu mets, que ce soit le badge qu'on peut peut-être copier ou le smartphone qu'on peut hacker d'une certaine façon, je ne sais pas, mais comment on concilie digitalisation des accès et sécurisation? Alors en fait, moi j'y vois plutôt une opportunité. Ah. Historiquement, ouais, historiquement, les badges qui Hmm. sont installés aujourd'hui dans 80 ou 90% des entreprises, on peut les cloner en 5 minutes avec un téléphone. Donc il n'y avait pas finalement beaucoup de notions de sécurité. Il y a évidemment tous les grands groupes et compagnies se sont penchés sur la question depuis bien longtemps, hein. Mais je veux dire, il n'y a pas une culture chez les entreprises, quand on achète du contrôle d'accès, de se poser la question de la sécurité. Et c'est pas que les clients s'en fichent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me répondent ça, qui me disent oui, mais les clients s'en fichent. Non, les clients considèrent que c'est pas une option en fait. Quand on leur vend, j'en ai un qui m'a dit ça une fois, qui me dit, bah, quand tu achètes ta voiture, est-ce qu'on te demande si tu veux une clé sécurisée ou une clé avec laquelle on va voler ta bagnole? Bah non, on te demande pas. On part du principe que le gars qui te vend une voiture 50 000 balles, il a mis une clé sécurisée pour pas qu'on te la Hmm. vole. Et s'il n'a pas fait ça, on va lui tomber dessus. C'est sa faute. Je veux dire, c'est lui qui n'a pas fait son boulot. Et ils disent quand on achète un système de contrôle d'accès, c'est la même chose. On part du principe que c'est vous les professionnels, et donc vous devez nous donner une solution qui est sécurisée. Point. C'est pas une option. C'est pas un choix. Euh, et ben encore aujourd'hui, hein, c'est 80 ou 90% du marché, ce sont des badges qui sont pas Mhm. sécurisés qu'on peut copier. Donc, l'opportunité, c'est de dire, en mettant des moyens Hmm. modernes, que ce soit des badges de dernière génération, parce qu'évidemment, on sait faire des badges qu'on ne peut pas copier, qui vont être authentifiés et autres, mais que ce soit aussi au travers d'applications mobiles, ou même, et je sais que ça peut faire polémique,
mais même l'envoi d'un code peut être sécurisé. Parce que quand tu envoies un code à quelqu'un pour accéder, un code à 6 chiffres, Mhm. on peut penser que, bon, bah, trop facile, certes. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce code, en fait, il va être valable qu'au moment de ta réservation. Donc, en fait, ça va être valable aujourd'hui entre 10 heures et 11 heures. On va pouvoir l'associer à une personne. On va savoir qui a reçu ce code. On va pouvoir faire en sorte qu'une fois qu'il a été utilisé, ben, il soit plus utilisable. On va pouvoir en fait avoir beaucoup de scénarios autour qui font que oui, c'est pas sécurisé un code en soi, mais non, c'est pas si facile parce que on va prendre un certain nombre de mesures autour de contexte. C'est pas si facile de l'exploiter ou de le contourner. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, avec un code à 6 chiffres, éphémère, limité dans le temps et bien cadré, on a plus de sécurité qu'avec un badge d'hier qu'on peut cloner avec un téléphone en 5 secondes et où on peut avoir des centaines de personnes qui vont accéder tous les jours sans que personne n'y voie que du Mhm. feu. J'ai une question là-dessus, c'est est-ce qu'il y a des normes justement de sécurisation de ce type, euh, déjà des badges, mais aussi des applications dans le développement logiciel? Est-ce qu'il y a des normes pour dire ça, c'est sécurisé de type tel grade ou tel grade? Parce que tu me disais que voilà, c'est une exigence de base des entreprises que ce soit sécurisé, mais ce que je comprends, c'est qu'en fait, globalement, aucun badge, ou peut-être 90% des badges ne le sont pas forcément aujourd'hui. Alors, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Mm. normes. Heu, la seule chose qui existe de de manière reconnue et officielle, c'est ce qu'on appelle la CSPN, certification de sécurité de premier niveau, qui est édité par l'ANSSI. Donc c'est un Oui. référentiel qui est édité par l'ANSSI et qui ne s'applique de manière obligatoire qu'à ce qu'on appelle les OIV, c'est-à-dire les organismes d'importance vitale, qui sont globalement, si tu veux, si tu veux équiper de contrôle d'accès une centrale nucléaire, bah oui, tu dois avoir un système qui est certifié par l'ANSSI. Heu, Globalement, ça limite tellement les possibilités et ça fait tellement enfler les coûts que ça ne s'applique qu'à ces Mm. gens-là. Pas réellement, un standard comme tu peux l'entendre, tu vois? Comme de l'USB ou Oui. des trucs comme ça qui font que, bah, tout le monde utilise ça. Ce qui s'approche le plus d'un standard aujourd'hui, finalement, c'est une technologie de badge qui s'appelle MyFair, et en l'occurrence Deathfire, qui est la partie, bah, qui permet de faire de la sécurité, quoi, hein, du chiffrement et de l'authentification. Et c'est ça qui s'approche le plus d'une techno standard parce que, bah, voilà, c'est reconnu, comme sécurisé, c'est audité par, plein de gens et donc c'est le standard de facto dès que tu veux faire du badge sécurisé. Mais ça reste une technologie propriétaire qui appartient à NXP. Enfin voilà, c'est pas un standard Oui. au sens, quelque chose Et d'ouvert, universellement heu, adopté, quoi. universellement adopté, Et pour exactement. ce qui est smartphone, justement, sécurisation, je sais pas, de la transmission, je vais y arriver, sécurisation de la transmission des données, cryptage des données qui sont envoyées, est-ce que là-dessus, il y a des normes où c'est un peu le Far West, comme ça peut l'être un peu souvent sur le développement? Complètement le Far Ouais. West, complètement le Far West. C'est totalement le Far West. Alors malgré tout, ce que l'on constate, c'est comme c'est développé, par des fabricants qui sont hyper frileux, du digital, Mhm. étonnamment. Ils mettent tous des moyens assez importants pour faire en sorte que ce soit sécurisé, que ce soit chiffré et compagnie, en tout cas dans le B2B. Donc globalement, j'ai pas vu à ce jour d'implémentation qui soit vraiment, Mm. déconnante et qui ne soit pas sécurisée. Globalement, j'ai tendance à te dire, c'est même plutôt plus sécurisé parce qu'en fait, on va mettre les mêmes technologies d'authentification, de chiffrement et compagnie que l'état de l'art des Mm. badges, mais en même temps, on va le faire dans un téléphone, donc avec, l'équivalent d'un badge qui est actif, c'est-à-dire qui peut se synchroniser, qui peut être révoqué facilement, où on va pouvoir auditer l'utilisation et qui, si on le souhaite, peut même être doublé d'un code, doublé d'une autente biométrique et compagnie. Enfin, ça va faire un conteneur assez sécurisé. Donc globalement, j'ai tendance à dire: «Oui, c'est le Far West». Non, il y a pas d'intercompatibilité, il y a personne qui regarde comment c'est fait, mais dans les faits, c'est plutôt bien fait. Mhm. En général, enfin jusqu'à présent, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt bien fait et ça apporte, je pense, des étapes de sécurité supplémentaires en réalité. D'accord. Euh,
J'ai une question par rapport justement, parce que quand tu gères les accès euh, d'un nouvel espace, est-ce que vous avez plutôt des clients qui sont, je veux dire, des bâtiments qui sortent de terre, des nouveaux espaces, ou est-ce que il y a des anciens espaces qui font un peu, je peut-être pas, c'est pas le bon terme, mais faire un peu de rétrofit en disant on va revoir tous nos accès, il faut, voilà, puis on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec vous. Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit avec des nouveaux espaces, ou est-ce qu'on est capable un peu de flexibiliser l'accès d'anciens espaces aussi? Il y a vraiment les deux. Des gens qui construisent des bâtiments aujourd'hui neufs et à destination volontaire de coworking, flex office et autres, évidemment, sont hyper sensibilisés. Donc ça, c'est des gens qui vont chercher spécifiquement à dire, moi, je veux du contrôle d'accès flexible, je veux du cloud, je veux de l'API, je veux que ce soit interfacé avec mes logiciels. Je veux dire, pour eux, c'est une Hmm. évidence. Donc ces gens-là arrivent chez nous, parce que globalement, c'est la seule offre. Mais c'est pas toujours si évident pour des gens qui ont déjà des locaux et qui ont des besoins nouveaux. Et je reprends mon exemple tout à l'heure de Engie. Chez Engie, on équipe la tour T1 à la Défense. On, on ne gère pas la totalité des accès de la tour. Il y a plus de 2000 Oui, portes et ce n'est pas nous qui faisons la partie contrôle d'accès historique parce qu'il y a un système qui est là depuis, je pense, 20 ou 30 ans, qui est édité par nos confrères et qui fonctionne oui, très bien et ils n'envisagent pas de le changer parce que ça leur coûterait extrêmement cher. En revanche, ils se sont trouvés limités sur pas mal de dimensions. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent avec, et notamment dans l'accueil des visiteurs, et notamment dans un cas très particulier qui est des collaborateurs étrangers qui viennent à oui. Paris en formation, et ben, ils n'avaient pas de solution technique pour le faire avec leur système. Et donc, ils ont installé des contrôles d'accès Welcomer sur un certain nombre de portes pour fabriquer ces parcours au sein d'un système legacy. D'accord. Ça, Donc, eux, ils agilisent un petit peu, ils restent assez conservateurs et ils restent dans un système traditionnel parce que bah, aussi, il y aurait des coûts de migration qui seraient pharaoniques, hein. Mais par ailleurs, ils viennent acheter de l'agilité et ils viennent rajouter. Pareil sur d'autres bâtiments, on a pas mal de bâtiments qu'on a équipés qui étaient des bâtiments voilà, avec du contrôle d'accès et compagnie, où ils viennent dans un premier temps se dire bah, on va pas tout changer, on va faire une transition en douceur, et donc ils viennent mettre un double contrôle d'accès en parallèle sur les mêmes portes pour passer de l'un à l'autre dans le temps. D'accord. Et assez régulièrement, ça finit où ils basculent en full, Full welcomer. enfin Ok. voilà, C'est- bah, full welcomer ou autre chose, mais en tout cas full digital Ouais. avec une gestion qui est tellement plus simple parce qu'on peut la faire à distance, en multisite. Il y a des questions, c'est tout bête, mais historiquement, le contrôle d'accès, c'était sur un réseau séparé. Hmm. C'était vraiment un système local qui était installé sur site avec un réseau dédié, D'accord. un logiciel Hmm. dédié qui était accessible que aux directeurs sûreté et compagnie. Enfin, c'était vraiment un monde à part. Maintenant, ça s'incruste dans tous les métiers. Vraiment, c'est devenu un peu une nécessité, aussi bien avec des considérations RH, on en parlait tout à l'heure, personnel en mobilité et compagnie, aussi bien pour des notions IMO, c'est-à-dire ils se disent bah, comment est-ce que moi je vais gérer mes bâtiments de manière plus flexible, mais le directeur sûreté, il a aussi le droit de faire du Hmm. télétravail. Comment est-ce qu'il fait quand il est à distance? Donc, on se retrouve avec des problématiques qui sont comment je gère le multisite, comment je gère les accès quand je ne suis pas on-prem, et ainsi de suite. Et donc, petit à petit, la notion d'externalisation dans le cloud, qui est de dire, bah, j'ai des ressources, je les connecte sur ma plateforme de gestion, et je pilote de manière très agile qui peut aller où, peu importe le site, peu importe le pays, et tout ça depuis mon laptop, où que je sois, bah, c'est tout à fait dans l'air du temps. Je veux Oui. dire, c'est ce qu'aujourd'hui, 90% des gens recherchent, quoi. Alors j'ai une question. Je trouve très intéressant le fait que l'accès soit plus du tout circonscrit au périmètre uniquement du directeur sûreté, euh, et que ça intéresse aussi bah, d'autres départements qui voudraient y avoir accès instantanément. Et ça me rappelle à quelque chose en disant que voilà, les systèmes que vous allez utiliser, déjà en le sortant d'un système parallèle, mais aussi en partageant ces données, puissent générer de la donnée. Est-ce qu'il y a des données que vous générez en dehors des accès qui intéressent plus particulièrement bah,
les, c'est-à-dire les patrons de l'IMO ou des RH. Et je pense par exemple à des questions que j'entends souvent sur l'occupation des espaces, Mm. savoir quand, qui, où, enfin surtout quand et qui et où, pour avoir des meilleures données, parce que pour ça il y a plein de capteurs qui existent ou des choses, mais finalement la gestion des accès, ça peut être aussi une façon d'accéder à cette donnée. En effet, c'est une source. Donc, comme tu le dis, il y a de plus en plus de données. Ils commencent à mettre des capteurs partout. Ils supervisent beaucoup de choses. C'est une source de plus. C'est une source assez fiable et c'est une source qui présente l'avantage aussi d'être réellement gérée. Parce que, je donne un exemple tout simple, mais savoir combien il y a de gens dans un bâtiment. Tu peux mettre des capteurs qui vont regarder combien il y a de gens dans les Hmm. espaces. Ça existe, ça fonctionne bien. Mais dans le contrôle d'accès, si tu gères par exemple l'accès à une tour à la Défense. Tour à la Défense, c'est ce qu'on appelle un IGH, un immeuble de grande hauteur, c'est-à-dire qu'on est obligé de savoir qui est présent à l'intérieur. En cas d'évacuation, faut qu'on n'oublie personne. Il y a des quotas à respecter sur les étages, toujours pour des questions d'évacuation, c'est-à-dire qu'on sait combien de temps ça prend. On n'a plus le droit d'utiliser les ascenseurs. Quand tu es au 49e étage, faut avoir prévu suffisamment de place dans les escaliers pour tout le monde, quoi. Sinon, tu peux attendre 1 heure et demie dans le feu, Hmm. tranquille, de la place, quoi. Donc Hmm. il y a pas mal de réglementations qui s'appliquent et ces réglementations, elles ont, l'avantage de faire en sorte que, du coup, il y a des dispositifs qui sont pas les mêmes. Par exemple, on a à l'entrée de ce genre de tour, il y a systématiquement des portillons. Tu as déjà, je pense, pratiqué un peu portillon type métro, donc tu dois badger en entrant, mais aussi en sortant. Et ça, c'est un moyen hyper fiable de savoir combien il y a de gens en temps réel, parce que bah, tu vas compter, décompter, et tu auras aussi exactement la liste des gens qui sont présents. Et donc, en fait, ça devient une source d'information complémentaire, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir, oui, la fréquentation des lieux, ça devient intéressant, mais quand tu vas le coupler en disant, OK, j'ai X centaines de personnes à l'intérieur du bâtiment, avec mes capteurs, je vais savoir où est-ce qu'ils sont et compagnie, mais je vais aussi savoir précisément quand ils sont rentrés, quand ils sont sortis, ce qui, avec des capteurs traditionnels, ne sont pas forcément faciles, parce que tu vas travailler sur la Hmm. masse, tu vas savoir où se situent les gens, mais pas forcément à quel moment précisément ils sont rentrés ou sortis. Donc, tu peux savoir sur des quantités totales, mais tu vas pas savoir dire combien une personne a passé de temps dans un bâtiment, par exemple. D'accord. Tu vas pas savoir, tu vois, tu vas pas savoir dire ce genre Ouais. d'informations. Et puis, La granularité à l'utilisateur t'apporte des dimensions supplémentaires, et donc quand tu couples les deux, effectivement, tu réussis à comprendre beaucoup mieux les usages du bâtiment. c'est souvent le cas avec les données, c'est quand on commence à les croiser qu'on apprend vraiment quelque chose. Euh, C'est ça. ouais, au début, tu as commencé à parler justement de notions de sécurité, mais est-ce que tu as dans les appels d'offres auxquels vous avez pu répondre ou les personnes que tu as rencontrées, des demandes spécifiques justement qui émanaient plutôt des départements IMO ou RH en disant voilà, est-ce que vous êtes capable de me fournir telle donnée parce qu'il y a les accès d'entrée et de sortie d'un bâtiment, mais après il y a plein d'accès intermédiaires qui vont pouvoir peut-être de mieux comprendre si le premier étage est plus utilisé que le deuxième, si cette salle de réunion sert vraiment à quelque chose ou pas du tout. Est-ce qu'on te demande des Alors, choses comme ça? c'est ce que j'allais dire pour conclure sur cet aspect de données. C'est riche, ça permet de comprendre les choses, mais il y a quand même un gros bémol. C'est que ce sont des données nominatives, d'une Mhm. part. Il faut savoir comment est-ce qu'on va s'en servir, qui y a accès. Il y a un vrai sujet RGPD. On peut éventuellement avoir des utilisations statistiques. Mhm. Donc là, ça va être beaucoup moins risqué. Enfin, risqué dans le sens en termes Oui, voilà, de protection ce des données, qu'on peut essayer, voilà, protection ce des qu'on données peut essayer personnelles. de Mhm. comprendre, de faire dire aux données. Exactement. Et puis après, il y a le contexte légal, c'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser des données de contrôle d'accès, par exemple, pour pointer les allées et venues d'un Mhm. salarié ou pour regarder quels sont ses horaires. Donc, il faut faire quand même assez attention à la manière dont sont utilisées les données de contrôle d'accès, parce que oui, il y a des informations, il n'y en a pas plus ni moins, mais elles sont assez fiables par rapport à des Mhm. capteurs anonymes. En revanche, elles ont tous les inconvénients de leurs avantages, et donc il faut effectivement beaucoup les encadrer. D'accord. Nous, on a mis en place pas mal de barrières là-dessus qui font que, je vais répondre à ta question Non, après, non, mais qui tu es font en que, train d'y répondre là, hein. Parce que moi, alors, juste pour préciser, c'était pas forcément une question maligne dans le sens voir le mal sur les données qui pourraient être utilisées avec des RH qui voudraient absolument pointer tout le monde, mais c'est peut-être des besoins originaux, enfin des demandes
exotiques, on va dire, ou originales, ou des nouvelles questions, parce que ça peut faire écho à des nouvelles questions que se posent justement toutes ces personnes qui gèrent les espaces, soit du côté vraiment de l'immobilier, soit du côté des gens qui occupent et exploitent ces espaces, du côté RH. Donc il n'y a pas En de mauvaise gros, pensée, quoi. non, non, je n'y voyais pas de mauvaise pensée, mais en fait, je veux juste préciser, nous, notre position Mhm, actuellement, elle est plutôt dans la protection des données que dans l'exploitation des données. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à avoir pensé notre logiciel avec une manière de sécuriser l'accès aux données, avec des gestions de droits, avec des notions de mhm, scope, avec de l'anonymisation, avec la possibilité de pseudonymiser les données, pour faire en sorte qu'on ait une granularité très fine justement dans la sécurisation des données aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des informations et qu'on ne peut pas en faire des choses utiles. Quelque chose qui revient de manière assez fréquente en ce moment, c'est la capacité, de savoir, par exemple, quand les gens, viennent sur site ou non, parce que, bah, simplement on a un client qui nous demandait d'avoir un état des gens qui venaient sur site, sans donner leurs horaires ni rien, mais avoir la liste des gens présents sur site parce que dans un contexte covid, il voulait savoir, éventuellement qui avait été, en présence ou, exposé à des risques. Ou bien il voulait être capable de dire: «Ben, on donne les tickets resto aux gens, qui sont venus au bureau. On a un autre moyen quand c'est en télétravail». Ou bien, enfin voilà, il y a différentes, questions comme ça qui peuvent se poser. Il y en a d'autres, ça va être plutôt sur des parkings, la possibilité de compter, les gens ou les places de parking disponibles, des choses comme ça. Et puis après, nous, on a aussi une brique qui permet, en cas d'évacuation, de pointer les gens qui sont à l'intérieur d'un bâtiment pour pouvoir gérer, bah, garantir qu'il y a personne qui est oublié à l'intérieur du bâtiment. Et donc là, voilà, ça va être une autre manière d'exploiter les mêmes données, mais pour le coup, dans un but, qui est très cadré et qui est plutôt noble. Je t'entends plus. Là, est-ce que tu m'entends? On va faire une coupe. Oui, Voilà. oui. J'ai juste. Parce qu'il y avait un bruit derrière. Donc je fais une coupe et je reprends sur ma relance. Oui, c'est plus noble et c'est aussi, euh, on va dire, ça demande la prudence, voilà, aussi d'avancer pas à pas pour voir ce qu'on peut faire avec ces nouvelles données, parce qu'il y a un appétit d'un côté, mais il faut faire attention Mmh. de ne pas trop y céder. Bon, je ferme un petit peu ce volet de données qui est très intéressant parce que c'est vraiment des nouvelles choses qu'on peut exploiter, enfin qu'on peut obtenir avec cette nouvelle vision de l'accès. Et je reviens un petit peu complètement au début, peut-être pour boucler, mais sur la version de l'hôtel, tu me disais que la philosophie était un petit peu de l'hôtel où on pouvait un peu passer cette étape frustrante de devoir aller demander son badge pour accéder à sa chambre, etc. Forcément, je pense à des hôtels qui sont aujourd'hui, alors pas forcément les plus 5 étoiles du monde, mais qui sont en libre service, on va dire. Est-ce que tu vois aujourd'hui des espaces ou des demandes pour avoir des espaces un petit peu autonomes, c'est-à-dire qui fonctionnent quasiment sans personne, dans lesquels, même si je sors des hôtels, il y a des salles de sport qui font ça, par exemple. Où tu peux accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, exactement quand tu veux. Et un peu dépersonnalisé, certes, mais en tout cas, où toute la notion d'accès aurait été complètement dématérialisée, enfin déshumanisée. Alors moi, nous, on a des clients comme ça, oui. Mhm, On a de plus en plus de clients qui veulent du 100% automatisé. On a même un client qui a poussé le bouchon un petit peu loin et qui a installé notre système, enfin, un petit peu loin, j'ai pas dit trop loin, hein, mais qui a été au bout du concept et qui a un espace de coworking complètement automatisé où les gens peuvent réserver leur salle de réunion en mhm. ligne, recevoir leur droit d'accès, accéder. Ça leur ouvre la porte, ça active la lumière, l'électricité, le Wi-Fi. Et à la fin de la réservation, ça tamise la lumière pour leur indiquer que Ah, il leur reste 5 le minutes, temps est ouais. dépassé. Et un quart d'heure après la fin de la réservation, ça coupe l'électricité, Wi-Fi et compagnie. En partant du principe que du coup, ils sont Voilà, sortis. une demi-heure après, ils s'appellent la police. S'ils sont toujours pas partis. On n'en est pas là, mais pour avoir vraiment une gestion complètement Mm. autonome et dire bah, finalement, ça s'autogère, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un sur site. Donc on a pas mal d'exemples comme ça. Et pour répondre à l'aspect vision hôtelière et compagnie, et pour ouvrir un petit peu notre vision long terme, nous, on est vraiment dans cette notion, on voudrait que le contrôle d'accès soit transparent. Donc l'automatisation,
les moyens dématérialisés et compagnie, c'est autant de manières de réduire les frictions finalement pour l'utilisateur. Et on n'y est pas encore, mais notre rêve, c'est limite qu'on ne se rende plus compte qu'il y a du contrôle d'accès. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où on est autorisé, on a son téléphone dans la poche, on s'approche, l'authentification se fait silencieusement et compagnie, la porte s'ouvre, et on va pouvoir, heu, on peut aller plus loin, on peut avoir des automatismes sur les portes qui les ouvrent, réellement, hein. Et donc on arriverait de manière un petit peu déshumanisée comme tu le dis, mais à une vision, du groom. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est autorisé, on est attendu et il y a quelqu'un qui nous ouvre la porte quand on s'approche. Écoute, tu fais les transitions et les conclusions formidablement bien. Je crois que j'ai toujours une question à la fin pour dire voilà, quelle serait ta vision justement d'un bâtiment un peu du futur. Tu me l'as donné avant même que je te le pose. Et je trouve ça vraiment fantastique parce que ça montre à quel point la gestion de l'accès finalement n'est pas juste une question de sécurité, mais une question de concevoir l'expérience utilisateur. Moi, dans cette discussion, c'est ce que je retiens vraiment, c'est qu'il s'agit d'avoir une expérience utilisateur qui soit la plus fluide possible, dans un Mmh, monde qui s'est quand même remarquablement complexifié en termes d'utilisation des bâtiments, et répondre à la complexité par justement une technologie qui permet de rendre tout ça beaucoup plus fluide, contextualisé, c'est assez fantastique, et je pense que ça participe grandement à cette notion d'accueil aussi, qui vient de l'hôtellerie, pour dire voilà, quand on vient dans un endroit, on se sent accueilli, et on n'a pas l'impression juste d'être fouillé comme à l'aéroport. Et c'est plutôt une exactement. très belle chose. Bah, je te propose sur ces mots du coup de conclure, et ben, je te remercie énormément pour ta participation et ces éclairages qui étaient formidables. Merci beaucoup Alexis. Écoute, merci à toi pour l'invitation. Bah, je t'en prie. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Spacecraft. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Direction notre page LinkedIn pour nous suivre et sur ta plateforme de streaming favorite pour t'abonner au podcast et ne louper aucun épisode. Et d'ici là, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de The Spacecraft.